Bonjour à vous tous, je me présente, je suis Alexandra Talositi, je suis la directrice générale de Consult ADNR et pour ceux qui me connaissent, je suis aussi la directrice d'ADNR Formation et d'ADNR Family et quand je m'ennuie, je préside le syndicat des naturaux. Si vous êtes avec nous ce soir, c'est que vous voulez partager avec deux des experts de la team Consult, que sont Lucille et Manon. On vous propose à vous tous de façon gratuite de participer à plusieurs soirées ou événements de la Team Consult pour que vous puissiez rencontrer nos experts. Et puis, dans quelques mois, ça sera des petits moments réservés aux utilisateurs de notre assistant digital. On pourra répondre aux questions si vous voulez sur l'assistant digital qui est Consult ADNR. Mais là, si vous êtes là, c'est pour avoir les bases de la communication digitale. Je sais que c'est un sujet qui est fortement demandé de la part des professionnels du bien-être. Donc, nos consoeurs vont vous présenter des slides et n'hésitez pas après à poser des questions. Elles sont tout terrain, donc vous pouvez balancer en termes de questions. L'objectif, c'est que vous puissiez repartir ce soir et avoir eu un maximum de renseignements pour pouvoir vous lancer de façon autonome. Voilà, et je vous présente Delphine, qui est mon assistante et qui est surtout en charge de Consult ADNR depuis de nombreux mois. Donc, c'est elle que vous verrez sur les classes de démonstration. Je dis classe parce que c'est voilà, euh, le souci quand on dirige un centre de formation depuis si longtemps. Tout n'est pas une classe. C'est elle qui vous présentera les sessions de démonstration de l'assistant digital Consult. Ça va, mesdames? Je vous laisse la parole. Manon, Lucille. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous et à toutes. Je suis contente d'être avec vous ce soir. Moi, je suis Manon, je suis naturopathe et réflexologue et chargée de communication en freelance. J'ai exercé pendant une petite dizaine d'années avant de me réorienter et je continue à travailler mes deux métiers en parallèle. Et je suis particulièrement sur toute la partie communication numérique. Et moi, je suis Lucille, je suis graphiste et webmaster et donc également formatrice chez ADN Formation où donc on a créé une formation spécialement en production de site pour vous donner toutes les clés pour créer votre site internet. Et donc là, moi, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment des conseils marketing spécialement pour son site internet. Voilà. Elle n'a pas une super bonne passante, donc si de temps en temps elle coupe la caméra, c'est logique. Parce que des fois, Lucille, on t'entend en coupé. Ok. On va vous présenter comment développer son entreprise en ligne. Donc c'est vraiment, on va vous parler des bases de la communication digitale. On va essayer de survoler un maximum de choses. Et puis, bon, si vous avez des questions, de toute façon, vous n'hésitez pas et ce sera certainement aussi l'objet de points plus approfondis par la suite, comme Alex vous a dit. Donc, on va parler des réseaux sociaux et de la communication sur le site internet. Donc, pour commencer, moi, je voulais aborder avec vous quelques notions un peu globales, théoriques, rapidement sur la communication, parce que je pense que c'est important d'avoir certains éléments en tête quand on parle de stratégie de communication. Déjà, de petites définitions, donc la nuance entre le marketing et la communication. Donc, le marketing, c'est promouvoir et vendre un produit et un service. On parle souvent de stratégie de 4P. Alors maintenant, je crois qu'il y en a 8 ou 9. Mais c'est vraiment définir son produit, son prix, ses canaux de distribution et sa communication. Donc là, on voit bien que la communication, c'est un outil du marketing, c'est une action d'un plan marketing, et c'est vraiment transmettre un message à une cible choisie via un canal. Donc vous avez nous A, où on va transmettre à B, et on trouve le canal. Le canal, donc c'est le moyen de com. Donc l'idée, c'est vraiment de concevoir une image qui est positive et pour engendrer en fait une action du consommateur. Je me doute que, il faut savoir quand même que dans les entreprises, il y a des grosses équipes de communication, de marketing. D'ailleurs, il y a pléthore de métiers autour de ces deux disciplines. Dans un premier temps, pour vous, professionnels du bien-être, soyez quand même aussi indulgents un peu avec vous-même et faites comme vous pouvez et avec les moyens surtout que vous avez. Donc, on est là pour vous donner quelques éléments clés. Alors, les objectifs de la communication. Donc, on parle de 3 objectifs vraiment. Donc, un objectif qui est plutôt cognitif. Donc, c'est autour de la notoriété, se faire connaître, faire identifier donc soi-même, son produit, son offre. Des objectifs qui vont être de l'ordre de l'affectif. Donc, c'est vraiment des objectifs d'image, faire adhérer, convaincre, se faire aimer, fidéliser. Et des objectifs comportementaux.
Donc là, ça va être agir sur les pratiques des consommateurs, les faire agir en fait. Donc les faire passer à l'action via un acte d'achat, de réservation ou d'inscription en fonction de ce que vous proposez. Donc les trois objectifs vont ensemble, bien évidemment. Il n'y a pas forcément un ordre et ils peuvent être mixés. Au niveau des moyens de communication, donc les canaux de communication, on les appelle, on a le print, donc c'est tout ce qui va être en impression, des flyers, des cartes de visite, des plaquettes, si par exemple vous allez démarcher des entreprises pour proposer vos services. Donc bon, ce sont que des exemples, hein, il y en a beaucoup d'autres, mais on va pas passer beaucoup de temps dessus. La communication web, donc via le site internet, Lucille il viendra tout à l'heure, les réseaux sociaux, les newsletters, le blog, le bouche à oreille qui est assez important aussi. Tout ce qui va être de l'ordre de l'événementiel, donc les présences dans des salons, des foires, des ateliers, et la publicité. Donc ce qu'on appelle l'achat d'espace, c'est, je ne sais pas si vous voyez des fois dans les magazines, il y a des petits encarts sur les côtés ou des publi-reportages. Tout ça, c'est des espaces qui sont achetés de publicité. Il y a pareil sur les sites web, etc. Donc ça, c'est pour vous montrer toute la diversité des canaux de communication. Alors là, je voulais vous parler, donc ça, c'est une étape qui est assez importante avant de se lancer dans la production de contenu, on va dire, c'est définir une stratégie de communication. Je vous la présente de manière très simplifiée, parce que ça peut vraiment être très détaillé et très grand, mais je trouve que c'est un bon outil d'imprimer ce tableau, vous remplissez vos petites cases et vous pouvez vous le mettre de côté, ça sera un peu votre fil rouge en fait, votre ligne directrice pour ensuite définir tous vos outils. Donc, ai-je bien défini mon projet? Quels sont mes services, mes offres? Donc ça, c'est vraiment les deux questions que vous devez, dans tous les cas, avoir avant vraiment répondu et bien détaillé. Quel est mon positionnement? Donc ça, c'est vraiment comment je veux être perçue. Quelle est ma marque de fabrique, en fait? Qu'est-ce qui me différencie? Quelle est ma patte? Est-ce que je suis une naturo spécialisée, par exemple, en endométriose, en gestion du stress? Est-ce que je suis plutôt une naturo un peu plus centrée sur des outils aromas? Est-ce que je suis plutôt dans une démarche un peu plus écologique? Ou qu'est-ce qui me définit en tant que telle? Je suis généraliste, hein. Quelles sont mes cibles? Donc à qui je m'adresse, à qui je veux vendre mes offres et mes produits. Donc ça peut être au grand public, bien évidemment, mais aussi aux professionnels. Il ne faut pas oublier que la communication, on parle de B2C et de B2B. Donc on peut s'adresser aussi à des professionnels, notamment des entreprises. Quels sont mes objectifs? Donc là, on a vu ça tout à l'heure. Donc vendre, faire découvrir, être connu, ça dépend un peu de ce que vous avez en tête au moment de définir votre stratégie. Ça, vous pouvez aussi les définir à court, à moyen ou à long terme. Ça peut être dans un premier temps, j'aimerais être connue dans mon quartier ou dans mon village en fonction de là où vous exercez. Ensuite, je vais peut-être développer un peu plus mon activité en ligne ou exporter. Enfin, à vous de définir tout ça. Et quels sont les moyens que je veux utiliser. Donc là, ça va être aussi en fonction de qui vous vous adressez. Par exemple, on en parlera tout à l'heure, mais sur les réseaux sociaux, LinkedIn, ça va être une cible qui va être beaucoup plus professionnelle. On va pas mettre exactement les mêmes types de messages que sur Facebook ou Instagram ou TikTok, s'il y en a qui veulent utiliser TikTok. Sur les réseaux sociaux, cette fois-ci, donc vraiment plus spécifique. Donc je vous ai mis une petite slide avec un panorama de là en 2023 de quelques chiffres paysage des réseaux sociaux. J'ai choisi les principaux. Bon, Facebook, Instagram, on peut constater qu'il y a des millions d'utilisateurs mensuellement en France. C'est vraiment les deux plus gros réseaux. Beaucoup de moyennes de connexion par mois aussi sur les deux applications. Là, il y a un chiffre qui me paraissait intéressant, c'est que presque 60% du trafic web qui est issu des réseaux sociaux provient de Facebook. Là, c'est quand vous pouvez analyser vos clics, vos taux de clics, par exemple, sur votre site internet. Il y a une part énorme qui vient des réseaux sociaux. Pour LinkedIn, pareil, ce qui est assez intéressant à savoir et à comprendre, c'est que là, depuis quelques temps, 2 ans a priori, il y a vraiment un nombre croissant d'utilisateurs sur LinkedIn. C'est de plus en plus utilisé. Alors, je vous ai mis X, donc, qui est anciennement Twitter, qui vient de changer de nom et de stratégie et de beaucoup de choses, alors qu'il y a en grosse baisse depuis qu'ils ont tout changé.
Et puis, donc, je vous ai mis TikTok aussi. Alors, TikTok, parce que c'est un réseau qui est en pleine expansion, qui est très nouveau et qui a déjà beaucoup d'utilisateurs. Cependant, TikTok, voilà, c'est 72% des utilisateurs qui ont moins de 24 ans. Donc, encore une fois, il faut s'adapter à sa cible et à qui vous voulez communiquer. TikTok, pour du contenu qui va être un peu plus pédagogique, ça peut être intéressant. Pour quelque chose de promotionnel, est-ce que le public adolescent va être intéressé par ça? Et sur TikTok, d'ailleurs, j'avais vu un autre chiffre, je ne l'ai pas mis sur la slide, il y a environ 80% des utilisateurs qui, après une étude qui a été faite, qui vont sur TikTok pour regarder du contenu drôle et divertissant. Donc c'est aussi un réseau qui est un peu peut-être moins informatif que les autres. Alors avant de vous donner, de passer un peu plus dans les conseils concrets pour le contenu réseaux sociaux, je voulais vous parler des algorithmes. Je ne sais pas si c'est une notion dont vous avez déjà entendu parler ou pas. Les algorithmes, c'est assez important et il y a beaucoup de conseils que je vais vous donner après. Donc, appliquer aux réseaux sociaux, grosso modo, les algorithmes, ils vont servir à classer et à choisir ce qui va apparaître dans vos fils d'actualité en fonction de plein de critères. Des goûts personnels, de l'utilisateur, des réactions qu'il va avoir, des interactions, des contenus qu'il a précédemment likés ou partagés, etc. Pour les réseaux sociaux, donc spécifiquement, vous avez mis donc des mots-clés sur les critères qui entrent en jeu dans les algorithmes pour Instagram, Facebook et LinkedIn. Il faut savoir que les algorithmes changent constamment. Ils annoncent des changements officiels tous les ans. En soi, c'est vraiment quelque chose qui varie beaucoup. Donc pour Instagram, les critères les plus importants, ça va être l'engagement. Donc l'engagement, c'est la propension des consommateurs à interagir. Les interactions, donc les likes, les partages, les commentaires, les hashtags, les légendes. Donc Instagram aussi, maintenant, mise un peu plus sur le texte. Donc la légende entre en jeu dans les algorithmes. Le lien entre le créateur et l'utilisateur. Donc ça, c'est plus vous allez suivre des personnes, plus des personnes vont vous suivre en retour. Ça va aussi entrer en compte. Et le contenu. On y reviendra plus tard pour le contenu. Pour Facebook, on a donc les réactions, toujours, la régularité, l'originalité. Alors, quand je parle d'originalité, pareil, hein, pour les contenus Instagram, c'est pas quelque chose de super innovant qui n'aura jamais été fait. Quand il parle d'originalité, c'est vraiment ne pas faire du copier-coller, en fait, hein, d'un contenu qui existe déjà. La variété, donc varier les types de médias et les types de publications. Et les vidéos. Alors sur Facebook, les vidéos entrent toujours en jeu dans les algorithmes, moins sur Instagram maintenant, c'était le cas l'année dernière. Il y avait beaucoup plus de vidéos, ce qu'on appelle les réels, qui étaient visibles par rapport aux photos. Sauf que les créateurs de contenu ont un peu tapé du poing sur la table et Instagram est revenu en arrière là en 2023 sur ses algorithmes pour redonner une place aussi importante aux images qu'aux vidéos. Et pour LinkedIn, donc toujours les médias, donc les vidéos, PDF, photos, toujours dans la variété, l'engagement, surtout les commentaires d'ailleurs, et la régularité. LinkedIn, c'est vraiment un réseau qui mise sur la régularité. Donc en fait, il faut vraiment imaginer, pour vous donner une image, cette histoire d'algorithme comme une note, si vous voulez, où vous avez des bons points avec tout ce que je vous montre là dans les bulles vertes. Bien évidemment, vous mettez en pratique dans la mesure du possible ce que vous pouvez. Et vous pouvez avoir aussi des mauvais points. Donc, je les ai mis. Il faut que je me cache sur le côté. Donc, ce qui peut défavoriser la visibilité de votre contenu. Alors, les fake news. Donc ça, je pense que c'est un conseil. Et le conseil à donner, c'est vérifier toujours vos sources et les informations que vous communiquez. Déjà parce que ça peut vous desservir sur les réseaux sociaux et parce que on sait que en tant que professionnel du bien-être, on peut aussi être un peu embêté avec le contenu qu'on peut partager. Donc, vérifiez bien vos informations et communiquez, faites attention à ça. Ça, c'est depuis, si je dis pas de bêtises, les campagnes électorales aux États-Unis là pendant l'élection de Trump, où Facebook a vraiment contrôlé les types de contenus, la véracité des contenus. Ça a été le cas pendant le Covid aussi, et maintenant ils font beaucoup attention à ça. Les contenus copiés, pas le moins possible de copier-coller.
trop de contenu promotionnel, donc j'y reviendrai tout à l'heure, et trop d'émoticônes aussi. Donc ça, c'est un peu les gros points. Je vais vous donner quelques conseils pour construire les constructions d'un post. Donc c'est des conseils qui vont être très généraux, hein. Aujourd'hui, on fait vraiment de manière générale, donc pour un post, pour n'importe quel réseau, en tout cas les trois principaux. Ces conseils, ça va être pour, d'une part, répondre aux algorithmes des réseaux sociaux et miser plus sur sa visibilité. Après, il ne faut pas non plus que ça devienne une obsession. Amusez-vous quand même et essayez de trouver du plaisir à faire ce que vous faites parce que sinon, ça peut paraître un peu chronophage par moment. Le conseil numéro 1, c'est un post, un message. Il faut s'adapter à ces réseaux sociaux et être le plus lisible possible. On sait maintenant que le temps d'attention et de lecture sur un smartphone, mais même sur un ordinateur, il n'est pas énorme. Quand on lit un fil d'actualité, on lit pas le monde diplomatique. On va pas passer des heures sur la même chose. C'est un peu l'ère du scrollage en fait, hein. Donc vous avez un message à passer, vous faites un post. Par exemple, la semaine prochaine, vous allez intervenir dans un salon, vous allez intervenir en entreprise, vous allez proposer des nouvelles offres de massage au cabinet. Vous compartimentez votre information, vous ne mettez pas tout sur le même poste pour faciliter la lisibilité. Alors, conseil numéro 2, donc, faites proposer du contenu qui soit personnel, qui soit sincère. Donc là, on part de ce fameux tableau dont je vous ai parlé au début, là, de stratégie de com. On repense à notre positionnement et on essaye, en fait, vos comptes vous reflètent. C'est vraiment un peu votre vitrine. Ça reflète qui vous êtes en tant que professionnel du bien-être et montrer votre personnalité à travers votre pratique. Donc, varier les types de formats. Ça c'est aussi important, autant des images, des carousels, photos ou vidéos, du texte. Alors pour les photos, je vous l'ai mis, faites attention au droit à l'image. Si c'est vos photos à vous que vous avez prises lors d'ateliers par exemple et qu'on voit des visages, demandez toujours l'autorisation et même pour vous garantir de ne pas avoir de soucis, faites signer une décharge. Ça on en trouve plein en ligne, des modèles, c'est toujours intéressant. Et puis c'est plus sûr. Et sinon, vous pouvez penser aussi aux images libres de droit. Alors sur Canva, toutes les images sont libres de droit. Et sinon, vous avez plein de banques d'images en ligne qui sont gratuites, en tout cas qui proposent des images libres de droit gratuites. Alors, en parlant de contenu, le conseil que je vous donne par la suite, c'est de se définir une charte graphique. Trouver un ensemble visuel, quelque chose, couleur max, 2 typos max, une pour le titre et une pour le texte par exemple. À la limite, une troisième, un petit peu plus fantaisie que vous pourrez utiliser, mais faites attention à la lisibilité. Donc, pour certains mots peut-être, mais pas pour des textes entiers. Un logo si vous avez. Bon, en gros, c'est se définir un style, hein. Que ce soit plutôt rétro, plutôt moderne. Vous pouvez trouver plein d'inspirations sur Canva pour ceux qui l'utilisent. Après, vous pouvez aussi vous inspirer sur Pinterest, ou si vous allez au ciné, que vous voyez une belle affiche, ou dans un magazine. Enfin, regardez ce qui vous plaît et ce qui vous ressemble. Vous pourrez utiliser des éléments comme ça. Le but avec ça, c'est aussi de pouvoir créer des gabarits, des modèles en fait de postes à réutiliser par la suite pour gagner beaucoup de temps. Là, c'était le petit point sur le contenu, donc les différents types de contenus que vous pouvez publier. Donc, le contenu, il est important pour les algorithmes, ça on l'a vu, mais pas que. Il est aussi là pour retenir l'attention des internautes, de votre audience, et pour répondre à vos objectifs de com. Moi, je vous propose 4 types de contenus à varier le plus possible. Donc déjà, du contenu qui va être plus travaillé, donc ça va être du contenu pédagogique, informatif en fait, hein, donner des informations gratuites et pour inciter les gens à vous suivre, donc des posts plus travaillés. Ensuite, le contenu divertissant, donc ce qui va être des réels, des mèmes, des questions, des jeux. Du contenu plus simple, donc là, on va pouvoir mettre des avis, des citations, des listes, par exemple les 5 aliments anti-inflammatoires, ou des choses qui, avec vos gabarits que vous aurez préparés avant, vous n'aurez plus qu'à faire des copier-coller d'avis ou autres, et qui permettent de gagner du temps et d'avoir des éléments en stock pour pouvoir publier régulièrement. Vous avez les marronniers aussi, n'hésitez pas à utiliser les marronniers. Ça, vous les trouverez en ligne, vous tapez calendrier des marronniers. Les marronniers, c'est les événements ponctuels qui reviennent chaque année. La journée mondiale du bien-être, la journée des légumineuses, enfin, il y en a plein. En vrai, sur chaque mois, il y a une cinquantaine, enfin, oui, parce que certaines journées, il y a deux thèmes, donc il peut y en avoir vraiment beaucoup.
et le contenu commercial. Donc ça, attention, il ne faut pas avoir l'air de spammer. Alors, c'est OK, il faut communiquer sur nos offres, sur nos tarifs, etc. Mais il ne faut pas mettre que ça. Si vous voulez fidéliser, avoir une audience qui vous suit régulièrement, il faut savoir lui apporter autre chose. Donc moi, je dirais du 20% commercial. Donc quand je dis commercial, c'est vraiment promotionnel, quoi. Et 80% d'autres contenus. Donc après, trouver un équilibre entre tous ces types de contenus. L'utilisation des émoticônes, donc on en parlait tout à l'heure. Là, c'est un autre petit conseil. C'est bien et c'est OK d'en utiliser, surtout que ça permet de compartimenter. Mais voilà, ne pas en mettre trop. Et puis, ce que je vous dis, encore une fois, s'adapter. Donc ça, c'est aussi s'adapter au réseau. LinkedIn, qui va être un réseau beaucoup plus professionnel, on peut en utiliser, mais il y a des émoticônes qui vont être très simples, des petites flèches, des petits points, des choses vraiment basiques. Sur Instagram et Facebook, vous pouvez être un peu plus fantaisiste. C'est juste avoir un peu de bon sens et savoir à qui on parle pour toujours garder une image sérieuse et pas non plus trop bombarder d'émoticônes. Les hashtags, pareil, ils doivent être aussi choisis et réfléchis. De mémoire, on peut en mettre jusqu'à 30 sur Instagram, Facebook plus. Bon, en soi, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Le tout, c'est que ceux que vous mettez, ils doivent être en lien avec votre thème et avec votre domaine d'activité. Les hashtags Instagram, hashtag France, etc., c'est pas, voilà, c'est pas ce qui vous rapportera le plus de clics et de visibilité. Ensuite, au niveau de la rédaction, donc les conseils rédactionnels, bon, bien sûr, attention à l'orthographe. Attention au vocabulaire utilisé. Donc ça, c'est l'autre gros conseil aussi, au même titre que les raciter des informations qu'on partage. Faites attention à votre vocabulaire. En tant que professionnel du bien-être, on n'est pas des médecins, on ne diagnostique pas, on ne soigne pas. Tout ce vocabulaire qui fait partie du champ lexical de notre profession ou de nos professions, il faut vraiment être pointilleux là-dessus. Je vous ai mis là la capture d'écran. Si vous voulez aller voir, il y a un article sur le site du SPN pour choisir ces mots en fait avec le bon vocabulaire. Il y a une liste des mots qu'on ne peut pas utiliser et des alternatives qu'on peut utiliser. Et ça, c'est très très important. Choisir des tournures de phrases qui vont être simples, qui vont être directes, on facilite la lecture. Et attention également à la longueur. Alors au niveau de la longueur, bon, il y a plusieurs écoles. On peut faire des posts plus longs que d'autres. Quand si vous partagez par exemple une image sur un avis client, bon, vous n'êtes pas obligé derrière d'écrire 60 lignes. Si vous partagez un post qui va être un peu plus travaillé avec du contenu plus pédagogique, pardon, là vous pouvez développer un peu plus aussi dans votre légende, ajouter quelques éléments en plus ou des choses comme ça. Ça reste aussi du bon sens. Le tout, c'est de pas. Moi, je trouve que le meilleur indicateur, c'est scroller. Vous regardez, est-ce qu'il va falloir, si j'écris tout ça, est-ce que l'internaute va devoir beaucoup scroller ou pas? Il faut savoir que le temps de lecture, quand on analyse les temps de lecture sur les posts des réseaux sociaux, les premières lignes sont toujours plus lues que les dernières, comme les vidéos. Les premières secondes sont toujours plus regardées que les dernières. Ça veut dire qu'on perd des gens quand même en route. Donc faites attention, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et faire attention quand même. Conseil numéro 9, inciter les internautes à réagir. Donc poser des questions, demander des avis. Si vous partagez une recette, par exemple, demandez l'avis sur la recette. Si vous partagez un post sur les fruits et légumes de saison, demandez quel est le fruit et légume préféré. Enfin, ça va être essayer d'inciter les internautes à réagir le plus possible pour avoir de l'interaction et donc de l'engagement et donc favoriser la visibilité de votre post. Et le dernier conseil, donc c'est pour augmenter le trafic. Donc là, n'hésitez pas, si vous avez un site internet, de mettre le lien de votre site sur vos posts ou dans vos biographies surtout. Donc ça, c'est voilà, des questions de trafic. Concernant le rythme des publications, alors, ça c'est toujours les grandes questions qu'on se pose. Quand et à quelle heure vaut-il mieux publier? Ben, il n'y a pas vraiment de réponse miracle et de vraies réponses, on va dire. Quand, par exemple, le week-end, c'est intéressant, il y a beaucoup d'audience, il y a beaucoup de gens qui sont connectés. Par contre, les internautes, ils vont plutôt chercher du contenu divertissant. Donc là, il faudra adapter son type de contenu. Moi, je trouve que le mieux, et ce que je vous conseille, c'est de faire quelques tests. Essayez pendant 2 semaines de publier les mêmes jours aux mêmes heures. 2 semaines d'après, changez un peu et vous essayez d'analyser ou de comparer
les chiffres, en fait, les réactions qu'il y a eu, la visibilité des posts et tout ça. Il faut tester un peu. Il y a deux écoles, hein. Il y a certains spécialistes de communication qui vont vous dire de publier aux heures de connexion des internautes. Il y en a qui vont vous dire de publier un petit peu avant pour être dans le fil d'actualité au moment des connexions. Dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est que les algorithmes privilégient le contenu le plus récent. Donc, si vous publiez heure française à 1h du matin et que vos internautes majoritairement se connectent à 8h, entre-temps, il y aura eu d'autres contenus. Donc, essayez de réfléchir un peu à la façon aussi et à quelle heure votre cible et c'est plus pertinent pour votre cible. Donc, publiez régulièrement. Donc ça, on sait que les réseaux aiment la régularité. Donc là, je vous mets 3 à 5 fois par semaine, c'est un bon début, avec des stories ou des partages, hein, parce que c'est pareil, quand je vous parlais des types de contenus, ça peut être des partages. Ça, c'est un bon moyen aussi d'interagir avec d'autres, c'est de partager leur contenu et ainsi de suite. Voilà, le tout, c'est d'être régulier, en fait. C'est que si vous publiez 3 à 5 fois, même 3 fois par semaine de manière constante, c'est OK. Si vous publiez tous les jours pendant 2 semaines et après, pendant un mois, plus rien, là, vous allez vraiment perdre tous les efforts que vous aurez mis en place. Et l'autre astuce pour pouvoir faire tout ça, c'est de programmer à l'avance. Alors, quand on se crée des comptes sur les réseaux sociaux, c'est des comptes professionnels pour nos activités, donc Facebook, une page Facebook professionnelle et un compte Instagram professionnel. Et donc, Facebook qui a lancé sa Meta Business Suite, je vous ai mis les captures d'écran là, et où vous pouvez lier vos deux comptes, Facebook et Instagram, et vous avez un petit onglet agenda pour pouvoir programmer en fait votre contenu à l'avance. Donc c'est assez pratique. Vous avez d'autres onglets, par exemple la messagerie ou les notifications, en fait ça centralise vraiment tout, pour pouvoir répondre aux commentaires, aux messages, etc. Bon, il y a l'outil statistique, là on n'a pas le temps de rentrer dans les détails aujourd'hui, mais en tout cas ça c'est vraiment un outil qui est assez pratique et surtout gratuit pour pouvoir gagner du temps sur la programmation. Et puis avoir une organisation la meilleure possible, on va dire. Et donc pour finir, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est au niveau de l'interaction. Donc n'hésitez pas à suivre, à partager, à commenter d'autres comptes. Alors ça peut être si vous vous installez dans un quartier ou si vous êtes dans une ville ou un village ou autre, des salles de sport aux alentours, d'autres praticiens de bien-être ou certains thérapeutes avec qui vous pourriez éventuellement travailler, des magasins, des épiceries bio de votre région, de votre quartier ou autre. Ça, c'est aussi des cibles professionnelles parce qu'en fait, aller toquer aux portes via les réseaux sociaux, c'est aussi très efficace. On parle souvent des cartes de visite et d'aller démarcher avec des cartes de visite. C'est aussi possible avec les réseaux sociaux. Et pour finir, tout ce qui concerne l'animation. Donc, toujours répondre aux commentaires et aux messages. Et je voulais aussi aborder le point de la modération. Alors c'est OK de supprimer certains commentaires si les propos ne sont pas respectueux, sont injurieux, etc. Surtout si vous avez créé une charte de bonne conduite. Par contre, attention à ne pas être accusé de censure. Donc là, je vous ai mis un internaute mécontent, c'est pas un troll insultant. Quelqu'un qui va critiquer votre travail, mais qui va avoir des remarques, bah c'est comme ça. Ça, vous pouvez pas trop y faire et essayez d'y répondre le plus légèrement possible ou à la limite ne répondez pas à cela. Par contre, n'allez quand même pas supprimer. Il faut faire attention de l'image qu'on renvoie aussi, hein, du contrôle en fait qu'on peut avoir sur notre communauté. Donc voilà pour la partie réseaux sociaux. J'ajoute juste quand même qu'on a beaucoup parlé d'algorithmes et des astuces qui permettent de jouer avec ces algorithmes-là pour gagner en visibilité. Tombez pas non plus dans le piège de cette obsession des résultats absolus, parce qu'on a ce qu'on appelle une audience silencieuse sur les réseaux sociaux qui existe et qui doit aussi être prise en compte. Je suppose que je suis pas la seule à faire ça, mais moi ça m'arrive souvent d'être avec mon compte perso sur les réseaux et de scroller, de voir des contenus ultra intéressants, mais j'interagis pas forcément avec, et ça veut pas dire que je les ai pas lus et que je les ai pas vus. Donc faut aussi ne pas se décourager, hein. Il n'y a pas que les chiffres qui comptent. Et puis, de toute façon, dans tous les cas, c'est un travail qui se fait sur le long terme, créer sa communauté. Donc voilà, je vais laisser la parole à Lucille maintenant, qui va vous parler de la partie site internet. Merci beaucoup, Merci Manon. Manon. À voir le tableau dont je parlais. Cindy qui demande alors. Oui, Alexandra a répondu. Oui.
Ouais, donc voilà, c'était ce tableau-là, Cindy. C'était un tableau pour définir un peu sa stratégie de communication. C'est un tableau qui est fait de manière assez simplifiée et assez, oui, voilà, donc très simple, quoi, mais qui met vraiment les points importants à avoir en tête pour avoir un fil rouge, en fait, pour derrière pouvoir communiquer sur ses activités. Et on a une question de Séverine. Au bout de combien de temps en moyenne tu penses qu'un compte pourrait être visible pour notre cible? En fait, ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend si tu veux déjà aussi un peu sponsoriser ou faire, enfin mettre en avant certains contenus. Donc là, ça, j'ai pas, c'est vrai que je l'ai pas abordé, mais il y a la sponsorisation qui aide aussi beaucoup dans la visibilité. Il y a deux moyens de le faire, soit en boostant des posts qui sont déjà existants, soit en créant des publicités sur les réseaux sociaux. Bah voilà, on est professionnel du bien-être, donc effectivement, on va être sophrologue, naturo, réflexo, mais on est aussi souvent micro-entrepreneur, donc chef d'entreprise de notre propre entreprise. On a plein de choses à faire en même temps. On a de l'administratif, de la facturation, on a notre com. Là, je vous parle spécifiquement des réseaux sociaux, mais il y a aussi le temps qu'on peut passer sur les cartes de visite, à chercher des imprimeurs, à ceci, cela. Il y a plein de choses à faire en même temps, donc faites déjà avec vos moyens, avec le temps dont vous disposez. Et ensuite, c'est avec la régularité, l'habitude, vous allez gagner du temps et puis ça ira de plus en plus vite, on va dire. Et tout dépend effectivement, Nadège, du lieu où l'on habite. Ça, c'est vrai aussi. Et aussi du type de cible. Je sais qu'il y a plein de professionnels du bien-être. Moi, j'ai pas mal de copines qui habitent dans des grandes villes, etc. Elles vont pas du tout communiquer de la même façon. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de facteurs effectivement qui entrent en jeu. On laisse la parole à une autre experte de la team Consult qui est Lucille pour qu'elle nous parle maintenant de l'optimisation de la communication sur notre site internet. Alors, en Oui. introduction, je voulais. Ah oui, Bruno avait une question, après je présente Lucille. Bruno, il veut savoir en moyenne sur Facebook, la tranche d'âge des utilisateurs Facebook, c'est entre 35 et 50 ans dans la tranche d'âge Ouais, Facebook. plus ou moins. Un petit peu, ouais, 30 ans, 30, 55. Il y a, il Les y a- plus il y a- il y a actifs. des jeunes quand même. Il y a quand même un peu de jeunes, oui, alors la tranche d'âge de l'audience de Facebook est assez vieillissante depuis quelques années aussi. Depuis qu'Instagram, en fait, Instagram a piqué un petit peu de jeunes de Facebook, on va dire. Et donc c'est toujours, oui, la moyenne, ça va être 30-55, plus ou moins. Mais c'était plus jeune, un peu plus jeune avant. Ça, c'est des chiffres qui ont un peu bougé ces dernières années. Merci Manon. Donc justement, on va laisser la place à Lucille. Avant qu'on puisse parler des sites internet, il faut aussi que vous soyez conscients, et comme l'a dit Manon, hein, vous êtes des travailleurs indépendants, ou vous faites comme Manon, vous kiffez, communiquer, ou vous décidez de vous former, ou vous décidez aussi de pouvoir déléguer. Moi, il y a très longtemps, quand j'étais assistante en stomatologie, j'avais fait des formations avec les chirurgiens avec qui je bossais. On disait, bah, si vous êtes bon pour faire des dents, faites des dents. Si vous êtes bon pour faire des prothèses, faites des prothèses. Et ben, c'est pareil. Si vous pensez que vous êtes meilleur et beaucoup plus rentable, surtout, à faire 2 journées de cabinet en plus ou 3 journées de cabinet en plus, peut-être que vous trouverez ça pertinent de déléguer votre communication à d'autres personnes. Et c'est pareil pour les sites Internet. J'entends des confrères, des consoeurs qui ont passé 4 mois toute la journée à monter un site Internet pour qu'il ne soit pas visible. Je pense qu'il faut réfléchir avant de se lancer à la création d'un site Internet. Soyez à l'aise, bien formés. Et sinon, bah, effectivement, faire un site Internet pas très joli, pas très bien référencé, bah, à part vous faire perdre du temps, c'est pas terrible. Lucille, elle est là justement pour vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez vous lancer en autonomie et en sérénité. Pouvons-nous redresser un compte resté inactif de Séverine? Un compte inactif dans le sens où vous l'avez pas utilisé pendant longtemps et vous vous remettez dessus, j'imagine. Alors si c'est ça la question, oui, vous pouvez carrément repartir de quelque chose que vous avez déjà créé. Après, ça va reprendre, ça va prendre du temps à redémarrer, hein. C'est un peu comme si vous repartiez à zéro si ça fait très longtemps qu'il était inactif. Donc, ben, écoutez, moi, je vais vous présenter ici les astuces qui sont vraiment indispensables pour que vous puissiez avoir un site internet qui soit adapté et réussi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des éléments qui sont vraiment indispensables. Il faut vraiment que certains éléments apparaissent sur votre site internet parce que, d'une part, il faut faire passer un message clair à tous les internautes, à tous vos visiteurs. En fait, il faut qu'ils comprennent, une fois qu'ils arrivent sur votre site, il faut qu'ils puissent comprendre immédiatement
tout ce que vous proposez, quelle est votre offre, et il faut qu'ils aient envie d'aller un petit peu plus loin, soit pour découvrir, en savoir plus sur vous, vos prestations, etc. Et puis, il faut qu'ils aient aussi envie d'interagir. Interagir, c'est-à-dire cliquer sur un bouton pour prendre rendez-vous, pour télécharger quelque chose, voilà. Et enfin, il y a un autre objectif, c'est qu'il va falloir vous démarquer de la concurrence. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on a tous énormément d'outils à notre portée pour pouvoir créer un site internet. Voilà, on a Wix, on a WordPress, tout le monde est au courant de ces outils. Par contre, créer un site internet, c'est pas seulement agencer des textes et des images. Créer un site internet, c'est derrière, il y a une véritable stratégie. Et tout ça doit donc être réfléchi. Ce qu'il faut garder en tête aussi, et ça Manon l'a déjà dit pour les réseaux sociaux, c'est un peu le même esprit, c'est que aujourd'hui le temps de concentration des internautes est très très court. C'est quelques secondes. Donc si tout de suite on n'arrive pas à capter l'attention des visiteurs, ben, ils vont quitter tout de suite le site. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a certains aspects qu'il ne faut pas du tout négliger. Je vais vous lister en fait quelques-uns de ces points qui sont vraiment essentiels. On va commencer par l'entête, parce que l'entête, en fait, c'est ce qu'on voit dès qu'on arrive sur un site internet. Donc à chaque fois, je mets un petit exemple, et puis sur le PowerPoint, vous avez aussi une checklist. Donc comme je le dis, l'entête, c'est vraiment la première chose que découvrent les visiteurs. Okay, et donc en quelques secondes, il faut qu'ils comprennent tout de suite quelle est votre offre, ce qu'ils vont obtenir, et en quelque sorte, comment ça va rendre leur vie meilleure. Voilà, donc je prends un exemple ici sur un naturopathe, par exemple, qui se serait spécialisé dans la gestion du poids. Ma phrase d'accroche, c'est maîtriser votre poids naturellement et sans contrainte. Donc là, c'est clair. Voilà, là, mon offre, elle est exprimée très clairement. Quand moi, visiteur, j'arrive sur ce site, je sais à quoi m'attendre. Donc, on a exprimé clairement notre offre. Ensuite, il va falloir des images qui montrent vos clients cibles ont eu du succès en utilisant vos services. Il faut que les images restent en cohérence avec ce que vous faites, avec votre activité, mais surtout qu'on puisse s'identifier. Voilà, c'est ça qui est important. C'est quand le visiteur arrive sur votre site, il s'identifie tout de suite aux photos et aux personnages qu'il peut voir sur les images. Ensuite, on explique comment votre produit ou votre service va offrir une vie meilleure à votre cible. Donc là, par exemple, c'est la petite sous-phrase « Retrouvez bien-être et confiance en vous avec un accompagnement bienveillant pour votre perte de poids ». Voilà, donc là, vraiment, je sais très bien, si j'utilise vos services, ce qui m'attend. Et enfin, un bouton d'appel à l'action efficace. Donc le bouton d'appel à l'action, c'est ce qui va permettre d'interagir. Donc là, c'est prendre rendez-vous. Voilà, on évite tous les boutons d'appel à l'action du type en savoir plus, lire. Enfin voilà, il faut vraiment que ce soit une action concrète. Si c'est prendre rendez-vous, par exemple, si vous vendez des produits, ce sera dès maintenant. Il faut vraiment qu'il y ait une action. Alors ensuite, après ce header, donc ce header qu'on voit en premier, il va falloir un bloc sur votre site où on va pouvoir identifier les problèmes. En fait, ça va permettre de déterminer les bénéfices qui vont découler de vos produits ou de vos services. En un coup d'œil, il faut que le visiteur puisse comprendre ce qu'il va gagner en travaillant avec vous. Donc là, par exemple, on communique clairement avec des phrases courtes et avec 3 ou 4 points de réussite. Et on utilise un graphisme ou des illustrations en cohérence avec cette réussite, évidemment. Voilà. Donc là, par exemple, c'est 3 phrases qui sont simples, mais qui sont complètement... voilà, il y a vraiment une communication sur les bénéfices que je vais avoir en utilisant les services proposés. Autre chose à penser, en fait, c'est que sur un site Internet, vous n'êtes pas là pour parler de vous. Okay, il faut éviter les blocs de texte où on parler que de vous. Moi, je fais ci, je fais ça, j'ai fait ci, j'ai étudié, machin. Non, vous n'êtes pas là pour parler de vous. Vous êtes le guide de vos visiteurs. Okay, donc, en fait, il faut leur dire, j'ai compris tes problèmes, le montrer ça avec empathie, évidemment, et
leur dire, mais j'ai compris vos problèmes et je peux vous apporter la solution. Là, on va dire, OK, je peux vous apporter la solution, mais d'un problème, c'est leur problème à eux. Vraiment, on met en avant le fait qu'on peut les accompagner. On est leur guide. Voilà. Donc là, on va pas faire tout un énorme paragraphe sur nous. OK, on n'est pas là pour écrire un CV, mais par contre, on peut écrire un petit texte court de présentation en expliquant les résultats que nos visiteurs vont avoir si on travaille ensemble. Ensuite, évidemment, les avis clients. Donc ça, je pense que vraiment tout le monde le sait aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument une preuve sociale sur son site internet, ce qui va permettre d'accentuer la réussite de vos clients. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est indispensable. On a au moins trois, voilà, au moins trois avis clients. Alors ce serait idéalement, c'est un espèce de petit cas pratique. C'est-à-dire que le client ne va pas simplement dire la séance était top, ce praticien est très professionnel. Ça suffit pas. Il faut vraiment qu'il y ait un exemple concret. Je n'arrivais pas, après des régimes successifs, je n'arrivais toujours pas à gérer mon poids. Donc, cette personne-là m'a accompagnée, etc., etc. Et j'ai pu perdre du poids, stabiliser mon poids, etc. Il faut vraiment que ce soit un petit cas pratique. Sur son site internet, qu'on fasse apparaître le plan à suivre. Le plan à suivre, c'est-à-dire, ça va être les étapes que votre prospect va devoir suivre pour faire affaire avec vous et obtenir donc tous les bénéfices qu'il souhaite. Là, pareil, on va présenter ça en 3 ou 4 étapes, simplement pour faire comprendre au prospect le processus, que le processus, en fait, est simple, que quand il va venir travailler avec vous, ça va se faire de façon très simple. Par exemple, là, voilà, on présente un petit plan, 3, 4 étapes, et qui permettent au prospect de comprendre ce qui va se passer pour lui s'il travaille, s'il décide de travailler avec vous. Ensuite, on peut également mettre ce que j'appelle un bloc explicatif, où là, on va avoir une explication un petit peu plus approfondie de votre marque, votre cabinet, vos services, etc., de ce que vous faites finalement. Voilà. Donc là, c'est là où on va profiter de cette section pour accentuer les problèmes des clients, donc ces problèmes qu'on a bien compris, et de quelle façon on peut les résoudre. Voilà. Donc, en fait, on va répondre un petit peu plus en détail à des questions comme pour qui, pourquoi, comment. Voilà, donc ce bloc, en fait, il est très utile pour conforter les prospects dans leur choix et leur donner encore plus d'arguments finalement pour passer à l'action et travailler avec. Voilà. Donc, on présente les problèmes, on présente les solutions. Ok, il faut toujours avoir en tête qu'on est un guide et qu'on souhaite le succès de nos clients. Voilà. On peut présenter donc, plus en détail notre marque ou, par exemple notre projet. Et enfin, voilà, il y aura une présentation quand même des prestations proposées. Dans l'idéal, on propose également sur la page d'accueil un générateur de leads. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un bloc qui va permettre de recueillir des emails. Recueillir des emails, c'est très important parce que ça va vous permettre de garder une connexion avec votre public cible, avec des potentiels clients qui ne se sont peut-être pas engagés la première fois qu'ils ont visité votre site, mais quand même, il y a quelque chose qui les a intéressés. Parce que, en fait, quand vous êtes sur une page d'accueil, vous n'avez pas forcément envie de passer commande tout de suite ou de prendre rendez-vous tout de suite. Voilà. Mais ça va vous permettre quand même d'engager une partie de vos visiteurs. Donc là, par exemple, ça va être proposer un e-book à télécharger en échange des coordonnées, donc d'une adresse mail. Et idéalement, on fait ça sur un bloc du site et en plus sur une pop-up. Par exemple, ça pourrait être quand le visiteur quitte le site, juste avant qu'il ne clique sur la croix pour quitter le site, il y a une pop-up qui s'affiche pour proposer votre e-book en téléchargement. Quelques astuces, c'est-à-dire qu'il faut donner un titre accrocheur, évidemment, collecter des adresses mail, ok, et utiliser une section, vraiment c'est une section bien définie, hein, voilà, et une pop-up. Après, vous pouvez, certaines fois, ça peut être un petit peu trop agressif, c'est-à-dire il y a vraiment on peut laisser juste le bloc sur Internet si vous voulez pas. Parfois, les pop-ups, c'est pas très agréable, voilà, on n'est pas obligé de le mettre, mais au moins une section sur la page d'accueil. Un petit bonus, c'est les erreurs beaucoup trop fréquentes que je vois sur de nombreux sites.
Un header trop confus. Donc, le header, encore une fois, c'est l'entête. C'est la première chose que votre visiteur voit. Donc, les erreurs, c'est une photo qui sera mal choisie, par exemple, et qui ne permettent pas au client de se projeter, et une phrase qui n'interpelle pas ou qui ne permet pas du tout de comprendre le but du site. À titre d'exemple, on va éviter toutes les phrases du style bienvenue sur mon site ou alors une citation. Voilà, tout ça, ça sert strictement à rien parce que ça n'apporte pas de valeur aux visiteurs. Deuxième erreur, ce serait beaucoup trop de texte sur la page d'accueil. Encore une fois, le visiteur a un temps de concentration très très limité. Donc, il ne faut pas écrire des textes trop lourds, trop. Voilà, il faut que s'il y a du texte, il y a des titres. Et s'il y a du texte, il faut aérer son texte. Voilà, on n'est pas là pour écrire une page Wikipédia. Votre site est vraiment. La page d'accueil, en tout cas, n'est pas là pour donner trop d'informations. Ensuite, je vous en ai donc déjà parlé, mais ne parlez pas trop de vous. Je fais ci, je fais ça. Non. Le client, il est pas là pour vous, il est là pour ce que vous allez lui apporter. Voilà, vraiment, il est là parce qu'il a un problème. Ensuite, on a les sites sans avis client. Donc ça, on est tous en recherche de social de toute façon. Quoi qu'on fasse, voilà, que ce soit un service, que ce soit un produit, on est tout le temps en train de regarder les avis. Donc ça, c'est très important d'avoir des avis clients. Et enfin, votre site doit être ce qu'on appelle mobile responsive. Donc ça veut dire qu'il s'affiche aussi bien sur ordinateur que sur tablette, que sur téléphone. Ça, c'est très important parce qu'on a évidemment énormément d'utilisateurs de smartphones qui sont tous sur Internet. Voilà, ils vont tous, souvent, ils vont passer sur le téléphone. Voilà. Je crois que c'est plus de 80, je crois que le chiffre, c'est plus de 80% des internautes qui passent par leur smartphone pour visiter un site. J'espère aussi que vous avez bien vraiment compris vraiment les erreurs à ne pas faire. Ça, c'est très, très important. Il faut encore une fois retenir que ce n'est pas un CV, ce n'est pas une page Wikipédia. Votre site n'est pas fait pour vous, mais pour vos visiteurs. Merci Je Lucille. Je pense que pense j'ai fait. que on va essayer d'éviter de faire des impairs avec tout ça. J'avais une question de Bruno. Tu as dit qu'il fallait pas mettre trop de texte et lui, il parle du référencement SEO et Oui. donc des 300 mots. Donc, 300 mots, déjà, Bruno, c'est pas un long texte, c'est un texte court. Donc, est-ce que tu peux expliquer ça, s'il te plaît, à Bruno et à nos autres confrères qui sont là? Oui, alors le référencement naturel, il faut savoir qu'un site, il va y avoir une partie pour le référencement naturel, mais sans oublier en fait la partie expérience utilisateur. Donc il faut savoir faire un mix des deux. Ce qui va se passer, c'est que si vous voulez un site bien référencé, effectivement, il faut du contenu. Donc ce qu'on peut faire, c'est soit créer un blog, par exemple, où on va publier des articles très régulièrement, soit, si vous ne voulez pas créer de blog, la page d'accueil sera faite davantage pour les visiteurs. Ok, donc, on va mettre l'accent sur la communication, sur le marketing, etc. Et par contre, vous pourrez tout à fait jouer pour le référencement sur d'autres pages, par exemple sur une page à propos, sur la présentation des services, etc. Parfait, merci. Cindy qui veut savoir, est-ce qu'il y a des modèles de photos pour présenter une page d'accueil, pour savoir ce qu'il faut mettre comme information vraiment sur la page d'accueil? Est-ce qu'il y a des maquettes, des canevas à ce niveau-là? Alors sur Canva, par exemple, effectivement, il y a plein de maquettes qui sont proposées. Après, il y a pas une forme, c'est pas scientifique en fait, hein, il n'y a pas une seule forme qui va marcher. Ce qu'il faut juste penser, c'est une bonne image, c'est une image qui représente enfin, les clients qui ont utilisé les produits, par exemple, une image où on peut s'identifier. Voilà. Je prends un autre exemple, par exemple, vous créez des formations de trading en bourse. L'image qui peut apparaître sur la page d'accueil, sur le header, ce sera quelqu'un devant son ordinateur qui est comme ça, souriant, bah, parce qu'en en fait, on se dit, ah ouais, il a explosé son résultat. Voilà. Il faut garder à l'esprit que le client, que le visiteur, pardon, pas le client, que le visiteur doit s'identifier. Et ils se disent, ah, ça peut être, je peux être à la place de cette personne-là. Voilà. Donc sur le header, une bonne image, voilà, une phrase d'accroche claire, une phrase d'accroche et un bouton d'appel à l'action. C'est pas plus compliqué.
Parfait. Il y a une question de Mariam qui est, est-ce que tu as des conseils de site internet? Elle entend beaucoup parler de Wix, de WordPress. Qu'est-ce que toi, webmaster, tu peux conseiller pour, bah là, dans le cas de Mariam, pour faire un site solo? Alors, si vous n'avez aucune expérience, aucune, et que vous avez un petit budget, faites appel à un webmaster. Parce que créer un site, donc encore une fois, on a tous les outils techniques pour faire un site, mais par contre, des, des, des sites qui sont correctement faits, que ce soit en termes de design ou en termes de communication, il y en a très peu. Donc, si vous avez un petit budget, c'est de l'investissement hein, finalement, parce qu'il faut se dire, OK, mon site, il va me coûter, bon, ça dépend ce que vous voulez, mais on va dire 1000, 1500 euros. Et c'est de l'investissement finalement, et vous vous dites, OK, bah, je l'ai rentabilisé au bout de tant de consultations. Si vous n'avez vraiment aucun budget et que vous voulez le faire vous-même, mais que vous n'avez aucune technique, vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec l'outil informatique, partez sur quelque chose de simple, Wix par exemple, ou alors après il y a des hébergeurs aussi qui ont leur propre CMS. Je pense par exemple à l'hébergeur Infomaniac qui a aussi la possibilité on a la possibilité de faire son site via Infomaniac. Et pour ceux qui sont plus à l'aise, WordPress, parce que WordPress est bien plus complet, va vous permettre de personnaliser énormément votre site internet. Par contre, il faut plusieurs heures pour pouvoir bien le prendre en main. Et puis après, c'est ce qu'on disait en présentation quand Lucille s'est présentée. Vous souhaitez vous former. Bah, Lucille, elle a formé de nombreux étudiants ADNR à créer leur site Internet ou d'autres centres de formation. Vous pouvez vous faire prendre en charge. Hein, si vous êtes travailleur indépendant, il y a le Fonds de formation des professionnels libéraux qui prendront en charge, je pense, la totalité de la formation si vous suivez une formation dans un organisme de formation reconnu et accrédité. Après, comme le disait Lucille, et c'est ce que je vous disais en introduction, hein, c'est vraiment si vous n'êtes pas à l'aise, si ça vous prend la tête, hein, parce que Manon le disait, il faut que vous puissiez kiffer votre vie. Et moi, je sais que je suis ravie de filer la gestion de mes sites internet et des réseaux sociaux à mes consoeurs parce que je kiffe pas du tout et que je préfère largement faire des conférences ou animer des formations et que je pense que je suis nettement plus rentable pour mes sociétés à faire ça que à essayer de sortir un site internet. Alors, Merci l'avantage Lucie. en plus de la formation, pardon Alex, hein, je finis, c'est vrai que l'avantage de la formation sur ADNR, c'est que on voit tout de A à Z, c'est-à-dire qu'on ne voit pas simplement la construction de sites sur WordPress, on voit vraiment tout ce qui est marketing, en passant par le branding, en passant par la création de logos, etc. C'est vraiment, la formation, elle couvre tout un panel de disciplines finalement et qui vous permettra tout ça, ça vous permettra vraiment d'avoir créé une véritable marque avec un site internet propre. Merci. Les prochains événements de la Team Consult, c'est avec mon ami Jean-Marc Calia, qui est le directeur général et qui est fondateur de Calia. Vous savez que nous, au niveau de Consult ADNR, on est là pour mettre en avant notre expertise en tant que professionnel du bien-être, avoir une vision scientifique et moderne. Calia, qui est sur notre application, hein, sur notre application Consult ADNR, c'est un logiciel de veille scientifique. Et ensuite, on sera avec Nadège, la directrice du laboratoire Source Claire, qui va nous présenter le Quinton et surtout la gamme des sprays. Dans l'automne, c'est bien de connaître les sprays de Quinton. On n'a pas tous la chance de pouvoir aller faire une petite baignade tous les jours pour pouvoir se mettre de l'eau de mer dans le nez. Voilà. Sans oublier, bien entendu, sur le site Consult ADNR, vous avez toute la liste des événements et vous pourrez retrouver Delphine dans les prochains jours pour une démonstration de notre outil Consult ADNR. On n'a pas envie de vous le faire ce soir. Ce soir, vous avez déjà eu plein d'informations. Je suis sûre que vous avez pris plein de notes. Et bien entendu, cette soirée sera montée en replay. On pourra le mettre dans votre espace, dans votre bibliothèque scientifique et entrepreneuriale très bientôt. Merci, mesdames. Merci beaucoup. Bonne soirée.